Salut, aujourd'hui je vais te montrer deux chatbots. Le premier c'est celui-ci, il est sur ton site web, il est connecté à ton calendrier et à tes mails et il va te permettre de remplacer ton ancien formulaire. Le deuxième c'est celui-ci, c'est un chatbot interne d'entreprise qui est entraîné sur tes propres documents et qui peut envoyer des messages directement à un humain quand la personne qui a besoin d'assistance le demande. Aujourd'hui ces deux chatbots, je vais te montrer comment les créer sur n en full automatisé et en low code. Donc sans plus attendre, on va directement rentrer dans la construction du premier chatbot. Ok, donc le premier chatbot, comme je viens de te l'expliquer, c'est un chatbot qui va être sur ton site web. Concrètement, ça sert à augmenter la conversion vu que c'est plus naturel. La personne qui est sur le site web va peut-être te poser des questions ou avoir des interrogations sur l'entreprise, le business, et le chatbot va directement l'orienter vers une prise de rendez-vous et c'est connecté à notre calendrier. Donc ce workflow, il est assez simple. Déjà, il commence par une trigger de chat. On va le rebuild ensemble. Donc d'abord, c'est une chat trigger. Donc, en fait, c'est celle-là. Donc, ce chat, il est en mode availlable publiquement, donc il est disponible publiquement via ce lien. Et il y a deux modes, il y a le hosted et le embedded. Nous, on va mettre embedded, ça veut dire intégré dans notre site web. Ça va nous permettre de l'intégrer donc directement à notre site web avec une petite astuce que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, on va pas mettre Allowed Origin, ça c'est pour la sécurité. Vous pouvez mettre directement l'adresse de votre site web. Là, on va mettre de la mémoire et on va utiliser using respond to webhook node et ça correspond au dernier nœud, donc qui est juste ici. Et donc en fait, ce dernier nœud, en fait, c'est si vous cherchez webhook, vous avez respond to webhook juste ici et vous allez le mettre en mode first incoming item, c'est-à-dire qu'il va renvoyer à l'utilisateur le premier message qu'il reçoit. Donc en fait, ce sera la réponse de l'agent. Et ensuite, ici, on va créer un agent IA. Donc, cet agent IA, vous pouvez utiliser le modèle que vous voulez. Je vais utiliser OpenAI ici. Vous pouvez mettre de la mémoire, mais en fait, la mémoire, elle est déjà gérée ici, comme vous pouvez le voir, JSON Session ID. Et ensuite, là où ça va être important, en fait, ça va être les tools. Puisque les tools, c'est un deuxième workflow qui est juste ici. Donc ça, c'est notre deuxième workflow, comme vous pouvez le voir. Et si vous voulez, ce workflow, il est construit de la manière suivante. Donc au départ, on a toujours une trigger qui est exécutée par un autre workflow. Et ensuite, on a un switch. Donc ça permet juste de créer deux branches. Et si vous voulez, notre agent IA, en fait, il a deux tools. Donc, vous voyez, il a un tool pour envoyer des emails, donc confirmer le rendez-vous, et il a un tool pour récupérer nos disponibilités dans notre calendrier. C'est pour ça que la description, c'est « Appelle ce tool pour checker mes disponibilités ». Et vous voyez, dans les inputs de workflow, parce que si vous voulez, ce tool, on va lui expliquer à quoi il sert, on va lui dire dans quel workflow il va aller. Donc en l'occurrence, ici, toutes les informations, quand il appelle ce tool, vont venir sur ce seul et unique workflow. Et ensuite, on va lui demander, enfin, on va pas demander à notre agent IA, on va le coder en dur, de mettre des inputs. Donc si vous voulez, quand vous allez créer votre tool d'appel d'un autre workflow, donc là ça va être le sous-workflow de Ivy, puisque le chat a un nom factice. Et si vous voulez, et donc là vous voyez, je peux cliquer sur refresh, si ça n'est pas refresh, et en fait on va avoir quelque chose qui s'appelle route, et donc nous ici, on va les intégrer en dur, pour lui expliquer à notre agent IA que chaque outil a une fonction différente. Donc ça va être notre tool pour récupérer donc nos dispos. Et ensuite, on va faire un deuxième tool qui va appeler le même workflow, donc ça nous permet de centraliser si vous voulez. Et cette fois, le nom, ça va être message. Donc en fait, le message de confirmation une fois que le rendez-vous a été pris, à la fois pour les équipes internes et aussi pour le client. Enfin, la personne qui a pris le rendez-vous en tout cas. Voilà, donc ça,
c'est les deux tools que peut appeler notre agent IA, confirmer le rendez-vous et aussi demander nos disponibilités. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a basiquement la plus grosse partie de l'agent qui a été créée. Il va juste falloir qu'on configure donc le sous-workflow. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des choses au niveau du schéma de demande. On va demander, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la route. Ok, donc ça c'est l'ensemble des choses qu'on... Et donc ensuite, on peut sauvegarder et aller dans le workflow parent pour updater ça. Donc la route ici, ça va toujours être la route du message et on va lui laisser remplir ses champs. Ensuite, pour la dispo, donc la route sera cette route-là. Et ensuite, donc, pour les dispos, on n'a pas besoin des autres routes. Donc on va lui demander de rien remplir. Ensuite, juste avant de passer au sous-workflow, complètement, on va pouvoir mettre un message système et on va mettre ce prompt. Donc il est assez long. Comme d'habitude, je vous mettrai le workflow dans le school, donc vous pourrez juste aller voir là-bas. Si vous voulez, ça explique à l'agent IA que son but, c'est vraiment de récupérer le mail, l'entreprise, le besoin du prospect, et ensuite de booker un rendez-vous. Mais évidemment, il faut mettre un peu des garde-fous pour que tout se passe bien, et tout est dans ce prompt-là. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, dans notre sous-workflow, donc en fait, d'abord, on va avoir un switch, et ici, donc, notre route qu'on va demander à notre agent IA, elle va permettre de déterminer quel côté on prend. Et donc le premier côté, c'est nos disponibilités. Et donc ça, c'est connecté directement à notre Google Calendar. Et ça, donc pour que ça marche bien, si vous voulez, si vous créez votre application sur Google Calendar en version test, il va falloir vous reconnecter, je crois que c'est tous les 4 jours. Donc pour éviter ça, ce que vous pouvez faire quand vous êtes sur la plateforme Google, ici je suis sur Google Cloud, sur mon compte, en fait, vous pouvez passer votre compte en production. Donc comme vous pouvez le voir ici, il est en production, mais il n'est pas publié. Ça veut dire que c'est uniquement une version de production, mais interne. Donc il n'y a pas d'autres utilisateurs qui peuvent utiliser ma plateforme. Et ça permet de faire en sorte que mon agenda Google Calendar soit toujours accessible par mon agent IA. Sinon, évidemment, il faudrait se reconnecter en permanence et ce serait embêtant. Et donc, dans notre calendar, on va demander nos 50 prochains événements à partir de maintenant et jusqu'à 2 semaines d'avance par rapport à la date d'aujourd'hui. Zone, mais si vous avez mis directement dans vos variables d'environnement ou dans les settings, est bien réglé là-dessus. Donc là, on va récupérer tous les événements. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a récupéré tous les événements. Et si vous voulez, on a beaucoup d'infos. D'où vient l'event, moi, on voit mes cours, ce genre de choses, le nom des gens. Et si vous voulez, on va utiliser un nœud de code juste ici, qui va nous permettre de plier tout ça et de le cleaner si vous voulez. Vous pouvez voir le code juste ici. On calcule du lundi jusqu'au vendredi de la semaine prochaine. Là, on récupère les events. Fin à vendredi 18h, parce qu'on va pas caler des rendez-vous complètement au pif. On va donc générer des créneaux pour donner à notre agent IA et que ce soit plus facile pour lui de se repérer. On va lui en donner 3 le matin, 3 l'après-midi. Et on va bien lui formater, comme ça il va être capable d'avoir un data plus qualitatif pour se repérer. Une fois qu'on a effectué le workflow, comme vous pouvez le voir, on voit tous ces slots, fin, début et la date. Et comme ça, notre agent IA, il a un output super propre. Donc ensuite, on fait quelque chose de très simple, on fait un set et si vous voulez, ça c'est ce qui va permettre d'envoyer à notre agent IA, donc notre workflow parent, notre réponse. Donc en gros, quand on a exécuté le sous-workflow, qu'est-ce qui ressort à la fin? Et ce qui ressort à la fin, donc c'est les créneaux qui sont libres par jour. Et donc c'est une liste qui est juste ici. Et comme vous pouvez le voir,
Au niveau de la deuxième branche de ce sous-workflow, c'est le même principe. Donc on va ici redonner le JSON de la réponse. Donc ensuite, sur la deuxième branche de ce workflow, ça va être juste deux mails hyper simples. Un mail pour nous confirmer à nous et nous donner plus d'infos, et un mail pour confirmer au client notre rendez-vous avec notre branding. Au niveau du sujet, donc je vais juste exécuter le workflow. Donc une fois que j'ai modifié les données en mettant des données d'exemple, ici donc on va pouvoir prendre le sujet. Et ensuite là on a notre HTML que j'ai généré avec ChatGPT, évidemment c'est plus simple. Et ce que vous allez aussi pouvoir choisir le nom de la personne qui envoie, et vous pouvez même supprimer l'attribution de N8N si ça vous dérange. Et donc vous voyez là le nom du sender c'est ivy_chatbot@monetiza. Ça part quand même de ma boîte mail ou de la vôtre, mais vous pouvez lui donner un nom complètement différent. Et donc ici, donc ça c'est un HTML qui est aux couleurs de mon entreprise. Et donc en fait, on va venir remplacer les valeurs juste ici. Donc ici c'est le nom, ici c'est son email. Et donc ensuite ici, on fait pareil. Donc on va pas dans le mail, on va toujours dans le même switch. Et on fait à peu près la même chose. Sauf que cette fois-ci, ça va pas partir à vous directement, mais ça va partir donc au client. Enfin au lead plutôt. Et ici on va faire la même chose, on va personnaliser le message avec nos variables. Et voilà, une fois qu'on a mappé toutes les données, on va pouvoir l'envoyer. Il repart dans notre workflow principal, c'est juste la preuve qu'on a envoyé l'email. Et donc ça, c'est l'email qu'on reçoit nous quand on est dans l'équipe, quand on est dans l'entreprise. Donc on sait de qui il vient, son email, de quelle entreprise il vient et pourquoi il nous a contacté. Et ensuite, le client il va recevoir un mail de remerciement que moi j'ai fait comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc on lui rappelle ses informations, notre demande, et on lui explique un peu les étapes qui vont arriver ensuite. Et donc comme vous voyez, j'ai mis aussi deux boutons où on peut confirmer sa disponibilité directement ou proposer un autre créneau. Et ça envoie directement, voilà, c'est juste un petit raccourci. Ok, donc maintenant je vais vous montrer une petite démo puisque le workflow il est fini. Je vais vous montrer dans le chat, après je vais vous expliquer comment vous pouvez l'intégrer très facilement dans votre site web. Donc vous voyez là, il va juste m'avertir au départ, il va pas me donner directement les disponibilités. Donc là, évidemment, volontairement, je vais directement droit le sujet du rendez-vous, comment je m'appelais, mon adresse mail, en gros, toutes les infos qui demandent. Moi, par exemple, je lui dirais lundi. Et donc là, il va aller chercher les dispos. Comme vous pouvez le voir ici, on a récupéré toutes les dispos. Il va nous proposer des créneaux. Donc je vais lui dire, par exemple, 19h, c'est parfait. Et donc là, il va rechecker pour être sûr de pas double booker. Et donc là, il nous dit que c'est pas dispo. Donc, il nous propose un autre rendez-vous. Et on lui dit que c'est parfait, si c'est parfait pour nous. Là, il recheck. Et vu que c'est pas double booké, il va confirmer. Et donc là, moi, j'ai bien reçu l'email de confirmation, le lead aussi. Et il nous dit que tout a été bien, pris en compte. Ok, donc maintenant, le moyen hyper simple intégré dans son site web, c'est d'aller voir un builder IA, donc comme Cursor, Bolt, tout ce que vous voulez, et de lui envoyer donc ce lien ou des captures d'écran, ce que vous voulez. En fait, si vous voulez, c'est le guide d'installation du chat. Donc si vous lui envoyez tout ça et que vous lui demandez de l'adapter à votre site web, normalement, il va pouvoir l'intégrer complètement dans votre site. Et l'autre chose qu'il va falloir lui envoyer aussi, évidemment, c'est l'URL où il va devoir envoyer des messages. Et il faut bien lui expliquer d'envoyer à chaque fois une session ID différente par utilisateur et de bien spécifier le schéma d'envoi. Et si vous voulez, il faut que votre site envoie à chaque fois le même schéma que ça, parce que s'il envoie quelque chose de différent, ça va pas être accepté par le workflow. Et le session ID, si vous voulez, il sert à notre workflow pour
justement reconnaître l'utilisateur qui est en face. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai intégré dans mon site juste ici, et ça me permet de générer des rendez-vous qualifiés à partir du trafic de mon site web, sachant que ça augmente à peu près de 20% la conversion de visiteurs à lead qualifié. Donc ça c'était tout pour le tout premier workflow, et maintenant je vais vous montrer le deuxième chatbot, qui est cette fois-ci un chatbot non pas commercial, mais un chatbot interne à des entreprises, par exemple à des logiciels SaaS. Donc le deuxième workflow il se présente de la manière suivante. On a un premier chat qui est donc un chat réservé aux clients, aux personnes qui ont des soucis. Par exemple, si vous avez une solution digitale ou un SaaS, ce genre de choses, ça peut être un chatbot qui est intégré à l'intérieur. Et le but, ça va être de répondre aux questions courantes, donc les petits bugs, les interrogations sur le logiciel, par exemple. Il peut y avoir d'autres applications, évidemment, mais moi, c'est celle que j'ai décidé d'illustrer aujourd'hui. Et ensuite, donc ça va être relié à un premier agent IA entraîné sur les documents internes de l'entreprise. Je vais d'ailleurs vous montrer comment faire ça aussi, juste après. Et ensuite, il y a donc un deuxième chat qui est cette fois réservé à l'admin. Et grâce à un petit système, une fois que les humains ont posé les questions à l'IA, s'ils n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions, ils vont pouvoir euh, faire une requête pour parler à un humain. Et l'agent IA va pouvoir switcher d'un humain, enfin de l'agent IA jusqu'à l'humain, une fois qu'on lui demande. Donc le workflow, il est ici, il se divise en deux. Au-dessus, c'est juste la pipeline, si vous voulez, pour intégrer des documents dans un store vectorisé, donc qui est le meilleur moyen pour notre agent IA d'aller récupérer des informations pour pouvoir les utiliser afin de répondre aux questions les plus courantes des clients. Donc je vais vous montrer comment on crée une base de données comme ça tout de suite. Donc pour la vidéo, j'ai créé du data d'exemple que vous pouvez voir juste ici. Donc ici, il y a des questions avec leurs réponses. Et ensuite, j'ai créé du metadata, donc catégorie, sous-catégorie, type d'utilisateur, criticité, tags, dernière mise à jour, source du bug. Et ensuite, paraphrase, parce que ça va permettre donc d'améliorer la capacité de notre agent IA de retrouver des choses, même si la question de l'utilisateur est paraphrasée et pas dans notre base de données. Et ensuite, on a notre embedding text, donc le texte qui va être traduit en plus de 1156 dimensions euh, et qui va être donc mis à disposition de notre agent IA pour qu'il puisse le récupérer. Et ce texte, il se compose de la question et de la réponse tout collé. Ensuite, cette feuille sheet, je l'ai déposée dans un dossier bien précis et vous allez voir pourquoi c'est important pour la suite. Maintenant, on se retrouve sur la pipeline et si vous voulez, le fait de vectoriser des documents, ça permet d'assigner donc 1156 dimensions à des documents pour faire de la recherche sémantique dans une base de données. Donc si vous voulez, on va essayer de chercher dans une base de données certaines informations en fonction de leur correspondance avec la recherche de l'agent IA ici pour le coup. Donc ça veut dire quelles sont les choses en termes de sémantique qui correspondent le plus dans la base de données, donc qui sont les plus probables de répondre à notre interrogation. Et donc ici dans ce workflow, ça commence par une demande manuelle, un trigger manuel, et ensuite on va aller chercher donc notre donnée, si vous voulez. Alors là, c'est allé un peu trop vite. Mais si vous voulez, on va aller chercher notre donnée. Donc ici, il y a rien de configuré. On a juste mis l'URL du dossier que je viens de vous montrer. Et ensuite, on va récupérer le contenu avec un get content et l'ID qu'on vient de récupérer à l'instant, qui est enfin les deux seuls champs qu'on a à la sortie de notre nœud qui permet de rechercher dans notre dossier. Et donc ici, on va aller download, donc notre ressource qui est notre data juste ici. Comme vous pouvez le voir, il a le même nom que notre sheet. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, en fait, ça c'est, comme vous pouvez le voir, un fichier qui est sous forme de ODS. Donc ici, Oasis Open Document Spreadsheet.
Et si vous voulez, ici on peut la download mais pas dans le workflow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce nœud extract from file et extract from ODS. Donc là, on ne touche pas. Normalement, c'est tout le temps data qui sort. Donc là, vous n'avez rien à toucher. Vous mettez juste data. Vous allez extraire les documents. Et comme vous pouvez le voir à droite, on a donc notre première ligne qui sort et tous nos champs qu'on va ensuite utiliser. Ensuite, on va faire une édition avec un set manuel. Et là, vous allez juste glisser donc vos paraphrases. Donc vous le faites comme ça, paraphrase, et votre texte à embedder. Donc en fait, ça, c'est, si vous voulez, c'est ce qui va être envoyé euh, dans notre document et qui va être transformé en multidimension. Le reste, on va l'utiliser comme metadata. Et ce metadata, on va l'ajouter juste ici. Donc vous voyez, là, on est dans notre data loader qui est connecté à notre store Supabase. Donc Supabase, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise qui permet d'avoir des bases de données, c'est très économique. Et vous pouvez créer donc un store vectorisé que je vais vous montrer tout de suite. Donc si vous voulez un store vectorisé, ça ressemble à ça. On a le contenu, l'embedding, donc qui est sous forme de vecteur. Ensuite, on a le metadata qui est du JSONB. Et ça, c'est assez basique, c'est quand il a été créé. Donc on n'a que 3 colonnes véritablement, le contenu, donc ce qui est ici dans, dans nos fields et qu'on va convertir en JSON. Ensuite, on a notre metadata, donc qui sont des informations additionnelles pour retrouver justement nos données. Et, et notre embedding qui est donc notre dimension. Et c'est avec ça que notre agent IA va pouvoir retrouver beaucoup plus facilement les données. Et donc, ici, une fois que vous avez pris donc votre vecteur, donc votre stockage vectorisé, vous allez pouvoir créer une boucle, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 50 items, qu'on peut voir juste ici d'ailleurs, donc 50 fois un embedding qui va se créer. Et donc là, vous devez convertir en JSON juste avant. Et après, vous envoyez tout ça dans la boucle à partir de votre store. Et il y a 2 tools qui se connectent à votre store vectorisé. C'est donc l'embedding. Donc ça, c'est directement connecté comme un modèle. Et vous voyez, en fait, ici, on voit les dimensions. Voilà, il y en a 1000, je ne sais plus combien j'ai dit tout à l'heure. Ouais, 1535. Et en fait, ça permet de représenter des données. Et donc les données qu'on est en train d'insérer. Et donc ça, vous voyez ici, j'utilise ce modèle, donc le text tree embedding small. Et ici, il va falloir qu'on utilise la même chose dans notre workflow. Sinon, il peut y avoir des différences et ça va tout casser, si vous voulez. Une fois que vous avez votre embedding, c'est assez facile à choisir. Vous allez pouvoir prendre votre loader de data. Et donc, vous allez mettre en data binaire, format JSON, puisque comme vous pouvez le voir juste avant, on l'a converti en JSON. Donc, il faut que ça matche. On met en JSON, on l'a appelé content, donc on laisse en content. Et ensuite, dans les options, alors vous voyez là, c'est pas, donc c'est dans ce nœud, parce que si vous voulez, là c'est le corps du nœud, ce qu'on voit ici, type de data, ce genre de choses. Donc c'est ce qui reste ici, si vous voulez. Et les champs qu'on n'a pas utilisés, donc tout cela sous-catégorie, ce genre de choses, on va justement les mettre ici dans les options, donc catégorie, sous-catégorie, type d'utilisateur. Et là, pareil, vous allez drag and drop en choisissant le bon nœud. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici, et vous pouvez drag and drop le bon nœud à chaque fois, donc tag, ce genre de choses. Et ça ira dans notre colonne metadata, et ce ne sera pas embêté directement. Donc là, on va lancer la pipeline, et on va attendre que ça se fasse. Ok, donc là, tout vient d'être intégré dans notre store. Et comme vous pouvez le voir ici, on a notre contenu juste ici, qui est représenté par nos dimensions à chaque fois, et on a notre metadata qui s'est bien inséré, avec nos tags, la criticité moyenne, les types d'utilisateurs, et tout ça.
Donc ça, c'était la première étape et ça va nous permettre de nourrir notre agent IA en données. Donc ensuite, notre agent IA, comme tout à l'heure, il commence par un chat. Donc cette fois-ci, c'est pas un embedded, c'est un hosted, parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on peut pas avoir. Donc j'ai laissé en hosted et je l'ai personnalisé. C'est pas très important au final. Mais ce qu'il faut bien mettre, le plus important, c'est le mode de réponse et on va toujours utiliser using respond to webhook node. Et ce nœud-là, si vous voulez, c'est ces deux nœuds que vous voyez là, et c'est ce qui nous permet de formuler notre réponse et de choisir d'où notre réponse va sortir. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Mais d'abord, pour revenir sur le vector store, ça va être sous forme d'un tool ici. Et donc vous allez pouvoir choisir, donc ici FAQ, et on va pouvoir écrire ce store contient la FAQ avec toutes les infos relatives aux bugs, aux façons de faire et tuto demandés par les utilisateurs. Donc là, vous choisissez le nom de votre table que vous venez de créer. Et ensuite, vous avez la limite, donc le nombre de résultats à récupérer, puisque si vous voulez, il va juste envoyer une requête en fonction d'une probabilité, et vous pouvez dire, bah, par exemple, s'il y a 50 résultats, si vous dites qu'il en récupère 25, bah, il va récupérer la moitié des résultats qui sont les plus probables d'être pertinents pour lui. Donc là, on va inclure le metadata. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi une option qui s'appelle Re-Rank Results, donc de reclasser les résultats. Mais ça, il faut encore une autre API, ça coûte un peu plus cher, et pour nos besoins, on n'en a pas vraiment besoin. Et donc là, il va être capable d'aller chercher des informations dans le store. Donc ensuite, notre agent IA, comme tout à l'heure, on met le nœud pour répondre, notre modèle, notre mémoire. Et ici, moi, ce que j'ai créé pour permettre à notre agent IA de créer un humain, enfin de parler à un humain, pardon, ça va être donc le end-of, comme j'ai appelé ça. Et ça, c'est directement lié à une table, si vous voulez, donc qui est juste ici. Et donc en fait, cette table, elle a juste une ligne et c'est un booléen, donc c'est oui ou non. Donc s'il est décoché, ça veut dire que on parle à l'IA, et s'il est coché, ça veut dire qu'on est sur le canal humain. Et donc ça, si vous voulez, je lui ai expliqué dans le prompt, donc vrai quand tu veux donner la conversation à un humain, et du coup, par définition, faux quand tu veux lui répondre. Et donc ça, c'est un moyen que j'ai trouvé assez simple, qui va permettre donc, quand l'utilisateur envoie un chat, il est toujours au départ désactivé. S'il est désactivé, ça veut dire que ils vont poser des questions à l'agent IA pour pas prendre du capital humain, parce que ça peut être des questions très simples. Mais par contre, si l'agent IA décide que c'est légitime d'envoyer le message à un humain, à ce moment-là, il va aller cocher la case, et ça va permettre d'envoyer une requête HTTP vers un webhook. Donc, vous voyez avec le nom client, donc ça, vous pouvez le faire si c'est dans des vraies conditions, avec le nom du client réel en prenant ces informations qui viennent du logiciel. Et l'input du chat qui a été envoyé ici. Et ça va être envoyé donc dans le chat que je vous ai montré tout à l'heure, le chat administrateur. Et ensuite, vu qu'on a envoyé donc notre URL pour résumer la session, et bah si vous voulez, une fois que ici notre nœud d'attente va recevoir le call de notre chat, donc que j'ai codé assez rapidement ici,
et bah, il va récupérer le message de l'administrateur et il va le délivrer donc à la personne qui a un problème. Donc ça, c'est une version très simple. Évidemment, il n'y a pas l'historique des messages. On va pas chercher le profil de l'utilisateur. Ça peut toujours être amélioré, mais c'est à titre d'exemple. Mais en tout cas, c'est toujours très efficace. Je vous montrerai une démo. Maintenant, on va juste écrire le prompt pour notre agent IA. Ok, donc maintenant, on va faire un petit test pour voir si le store de vectorisation il marche bien. Donc ici, j'ai repris une question qui était dans le sheet. Et comme vous pouvez le voir, là, il est allé chercher en envoyant comme requête importer contact depuis Excel. Et le premier qui est sorti, c'est la bonne question, en effet. Et il a pu nous répondre, enfin, comme il était marqué, en fait, dans la réponse. Donc ça marche bien. Ensuite, on va tester autre chose. On va lui demander, je veux parler à un humain. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc là, il a activé le Human End Off. Et donc là, il nous demande, veuillez reformuler votre demande. Donc là, par exemple, si je mets, je n'arrive pas à mes contacts depuis cette page. Donc voilà. Là, on mettrait une page d'exemple. Et donc là, cette fois, on va aller de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, là, si on va dans le chat admin, qui est juste ici, on a récupéré. Et là, donc, il y a un humain qui peut répondre, bonjour, vous pouvez, vous avez compris. Et donc là, si on envoie en tant qu'admin, et qu'on retourne sur notre exécution NUTN, alors vous voyez, là, ça a pris la mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que si vous voulez, là, en fait, on est sur la session de test. Donc, pour que ça fonctionne, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans le vrai chat et dire par exemple bonjour. Et ensuite, ici, on va recevoir. Et donc là, vous voyez, on reçoit le bonjour. Et donc, côté admin, ici, et ici, côté client. Donc, voilà. Et évidemment, ça, on peut lui donner aussi accès à Internet. Donc, on pourrait faire ça avec SERP API. Et en fait, ça lui permettrait d'être encore plus intelligent et de répondre à des questions qui sont pas forcément vraiment spécifiques à l'entreprise, mais plutôt des questions de bon sens ou des questions générales, mais toujours avec ce côté humain juste derrière. Donc voilà, ça c'était pour les deux chatbots. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre évidemment tous les prompts, tous les workflows donc des deux chatbots dans le school. Vous avez juste à rejoindre et je vais faire un post une fois que j'aurai posté la vidéo avec le JSON des deux workflows. Donc vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses potentiellement dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que j'ai pas assez approfondies parce que c'était deux gros sujets et j'ai essayé de faire ça le plus synthétiquement possible. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'approfondisse, comme par exemple la pipeline RAG et ce qu'on peut faire avec pour l'optimiser ou faire des chatbots sur des cas très précis. Donc tenez-moi au courant et je vous souhaite une bonne soirée.